ce deuxième rendez-vous de l'Écho des Halles. Je voudrais remercier Jacques Rocher de nous accorder l'hospitalité, et Pierre, son premier adjoint. Ici, avant qu'il n'intervienne tout à l'heure, Jacques Delanoë, président du conseil d'administration du Stade Rennais. De mise à jour et de confortement de nos compétences, et il faut qu'on délibère là-dessus avant le 1er janvier 2020. On a aussi plus travaillé sur l'aspect budgétaire et on a élaboré un projet pluriannuel d'investissement ainsi qu'un projet de territoire. Il se trouve qu'on va devoir sans doute assurer de nouvelles compétences, la gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations, l'eau, et peut-être, si on se met d'accord, on va de toute façon entamer la discussion sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Et puis, on a commencé à renforcer par des acquisitions des réserves foncières économiques, on en a déjà quelques-unes, on a lancé des dispositifs d'aide au dernier commerce, à l'installation des jeunes agriculteurs, et puis au mois de septembre, on va mettre en place un poste d'animateur économique, commerce, artisanat, puisque nous, y compris dans la ville où je suis le maire, le centre-ville se délite un peu, et il faut qu'on essaie de trouver avec les commerçants des solutions, plan local d'habitat, OPA, fibre optique, très haut débit, et puis on va finaliser, j'espère assez vite, les travaux de la piscine de Malétroit, le musée, et puis on a aussi travaillé sur les déchets. Je voudrais terminer, et juste avant de conclure sur le projet de territoire, on a aussi délibéré en avril sur le projet de territoire. Le projet de territoire, c'est un cap, c'est des axes qu'on se donne pour le futur. On l'a élaboré d'ici à 2026, sachant que, vous savez aussi, il y a des élections en 2020, et qu'il y aura une clause de revoyure possible pour ceux qui nous succéderont, pour ceux qui seront ici. Ce projet de territoire, c'est à la fois un projet économique, c'est aussi un projet d'aménagement du territoire et de développement local, c'est un projet de gouvernance, et c'est un projet social et de service à la population. Et de mon point de vue, et c'est absolument indispensable, la fusion doit apporter une valeur ajoutée au territoire, à ses habitants, y compris en matière de services à la population qui peuvent des fois aussi impacter l'emploi. Et puis on va publier au mois de septembre une plaquette économique qui sera destinée aux entreprises qui souhaitent venir nous rejoindre ici. Enfin, pour conclure, il n'y a de richesse que d'hommes, dit la formule, qui s'investissent comme vous tous ici, au service du développement des territoires, au service du bien vivre ensemble. Et l'année dernière, ici, on a eu deux intervenants, vous vous souvenez, c'était Jean Olivreau, qui est géographe urbaniste universitaire, et Pierre-Jacques Bernard, qui est l'ancien président de Produit en Bretagne, et il nous avait dit, pour faire simple, nous avons en nous-mêmes les ressources nécessaires pour réussir le développement local. Il faut donc compter aussi sur toutes les forces locales dont nous disposons. Ce soir, nous accueillons Jacques Rocher, Jacques Delanoë, qui vont nous dire sûrement que cette force existe, mais aussi que l'ancrage d'une entreprise sur son territoire, quel que soit son objet, quelle que soit sa dimension, renforce sa propre identité. Et tout de suite, on disait aussi, ça renforce le sentiment d'appartenance. Et au-delà de l'aspect économique et de l'emploi, c'est très très important. Ça renforce l'identité des gens qui y habitent, l'identité des entreprises qui investissent. Et puis ça impacte aussi, ça fédère le tissu social, ça renforce les relations sociales, ça crée du lien. Et je crois qu'ils en parleront tout à l'heure mieux que moi. Je voudrais les remercier encore une fois de leur présence. Merci aussi tous les collaborateurs qui ont participé à cette organisation. Merci enfin à Elodie Banimois qui va animer cette soirée. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et vive le pays d'Oustin Brocéliande. Et mon père était gassinien, donc il y a effectivement des racines très fortes. Exactement. Mais bon, on est ouvert sur le monde quand même. Vous êtes maire de la Gacilly, Jacques Rocher, et vous êtes directeur prospective, on le disait tout à l'heure, et développement responsable du groupe Rocher. Le groupe Rocher, c'est un groupe familial, indépendant, qui a été créé par votre père, Yves Rocher, qui était un entrepreneur du cru, si je peux le dire ainsi. Votre famille et le groupe Rocher ont toujours eu vraiment un attachement très fort avec ce territoire, avec la Bretagne. Aujourd'hui, c'est encore 3000 salariés du groupe qui sont présents encore en Bretagne. Jacques Rocher, pourquoi le groupe Rocher a-t-il choisi de conserver un siège à Rennes
des sites de production encore et de distribution à Bleu-Hermel, à la GACI, à Rieux. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tout envoyé ailleurs? Ben pourquoi? Parce qu'il y a des talents ici, des talents en Bretagne, que ce soit au niveau du monde ouvrier, que ce soit au niveau des cadres, et qu'une entreprise comme la nôtre a besoin de talent, à quelque niveau que ce soit. Je cite souvent, il y a un mois, l'entreprise des Villejeff a fabriqué dans la journée 1 240 000 produits. 1 240 000 produits sont sortis dans la journée. C'est pas fait par l'opération de statistique. Ça s'est fait à la fois par le talent justement des salariés, et puis ça s'est fait également aussi par cette volonté de productivité qui est essentielle. On est très pénalisé par l'euro quand on est une société exportatrice comme la nôtre. Cette année, ça va peser 2,5% de notre chiffre d'affaires. L'impact des monnaies locales, que ce soit au Mexique, en Turquie, en Russie, etc. Donc on se doit de vraiment de faire en sorte que à la fois les talents se développent au sein même de l'entreprise et en même temps améliorer sans cesse la productivité. Et quand on fait des analyses de la productivité que l'on a, parce qu'on a d'autres sites dans le monde, eh bien la Bretagne est très bien située. Donc voilà, pour nous c'est une évidence, c'était une évidence, je dirais, sentimentale à la base, parce que mon père a créé cette entreprise à partir de rien, hein, il a fait ses études, comme il dit, j'avais un CAP, il n'y avait rien de plus. Hein, et encore une fois, moi je remets toujours les choses dans leur contexte de ce qu'était la Bretagne après-guerre. Ici dans le bourg, mon grand-père était chapelier. Donc la Bretagne après-guerre, c'était une terre où l'industrie n'était pas passée. Hein, c'était une terre de petite agriculture, de subsistance. C'était une terre qui avait beaucoup souffert de la Première Guerre mondiale. Je cite souvent dans l'ancien canton de la Gacie, il y avait 9000 et quelques habitants à l'époque, en 1914, et en 1918, il y avait 645 hommes qui étaient partis, étaient tués. Donc cette terre-là, elle a été complètement ravagée par la guerre, et après, elle a été ravagée par le fait que il n'y avait plus rien, donc les Bretons partaient, s'exilaient, et c'était la volonté de mon père d'entrée de jeu, de créer de l'emploi et de faire en sorte que les personnes restent ici. Restent ici déjà, au-delà de revenir, restent ici. Et après, bien évidemment, qu'elles reviennent. Très bien. Le groupe, ce n'est pas seulement une marque, ce n'est pas seulement la marque Yves Rocher, la marque préférée des Français. Le groupe, c'est aussi une production de plusieurs millions de produits cosmétiques par jour, parce qu'il est propriétaire d'une dizaine de marques beauté et bien-être, en fait, hein, c'est ça. On peut en citer quelques-unes, on peut même toutes les citer. Le groupe est propriétaire de Petit Bateau, Stanhomme, Dr Pierre Ricot, Daniel Jouvence, Quillotis, ID Parfum, Flormar, et le groupe en a racheté d'autres tout récemment, comme Sabon ou encore Arbonne. Toutes permettent au groupe d'asseoir sa dimension internationale tout de même, mais cette ouverture vers de nouveaux marchés, internationaux, est-ce qu'elle était vraiment indispensable pour le groupe Rocher? C'est essentiel. Je veux dire, on est dans... Moi, j'ai pour principe de dire, si on regarde l'histoire de ce groupe, on va fêter nos 60 ans l'année prochaine. On a été franco-français, on est passé franco-allemand, on est devenu franco-européen, et aujourd'hui, on est international. Qui aurait dit en 1991, alors bon, il y a eu le phénomène du rouble qui a joué beaucoup, mais on était la première entreprise française à être sur le marché russe. Il y avait une autre entreprise qui était Coca-Cola. Qui aurait dit que le marché russe en 1991 allait être, alors ça a descendu du fait de la baisse du rouble, mais allait être le 4e marché de la marque Yves Rocher. Il n'y a pas beaucoup qui, moi je me souviens, je suis allé là-bas, il y avait un appétit de la part des femmes qui sont extrêmement sophistiquées, des produits cosmétiques. Et nous sommes allés là-bas, aujourd'hui on a plus de 300 magasins,
Et je cite souvent cet exemple, où je suis allé dans la péninsule du Kamtchatka, qui est à l'extrême est de la Russie. Alors entre Moscou et la péninsule du Kamtchatka, il y a 9 heures d'avion. Hein, c'est pas un petit avion, c'est 9 heures d'avion. Donc on parle souvent de Vladivostok. Eh bien non, la partie la plus à l'est de la Russie, c'est Petropavlovsk, où c'est une péninsule qui fait les 3/5 du territoire français, il y a 300 000 habitants. Eh bien là, on a un magasin, le Rocher, et je suis allé dans un village perdu de cette péninsule, à la poste, et j'ai demandé est-ce que madame connaissait les produits du Rocher, et j'ai eu un grand sourire parce qu'elle était cliente de la marque. Donc voilà, le marché russe, et je peux en parler de plusieurs marchés, mais c'est évident que dans le monde dans lequel on est, encore une fois, moi j'ai dit souvent, nous sommes un petit groupe de cosmétiques face à des géants. Quand vous avez L'Oréal, quand vous avez Procter, il faut savoir être agile. Sinon, on peut disparaître. Le groupe n'a pas été frileux du coup en y allant là-bas. Parce que certains rebutent un petit peu. On fait attention à nos sous, on est très vigilants. Mais c'est vrai que, par exemple, cette année, on a investi dans une société américaine qui fait 550 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est un enjeu pour nous très important, à la fois d'être sur le marché américain, mais aussi de conquérir le marché anglo-saxon, le Canada, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et c'est surtout aussi apprendre un métier, en l'occurrence la vente directe, que l'on connaît déjà, mais qu'on sait qu'avec cette entreprise-là aussi, on va progresser. Et on va, à la fois, on crée rapidement des synergies, parce qu'on a des compétences industrielles, on a des compétences logistiques, on a des compétences sur les achats, on a des compétences sur les produits, etc. Et donc, de ce fait, c'est pour nous aussi un moyen d'accélérer et puis de compenser aussi, non pas de compenser, mais d'asseoir un développement qui est harmonisé, si je peux m'exprimer ainsi, sur différents pays et de faire en sorte, justement, quand des pays marchent moins bien, que d'autres marchent mieux. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est pas aux entrepreneurs qui sont là que je vais dire, c'est jamais un long fleuve tranquille, la vie d'entrepreneur. Et donc, pour prendre un exemple, aujourd'hui, le marché français, il a régressé en 2016, pardon. Le marché cosmétique français, pour la première année, a régressé de 2%. L'année dernière, il a encore régressé de 2%. Ça veut dire qu'on est sur un marché français qui est en train de se... Parce que il y a des enjeux économiques, et donc il y a des choix qui se font. Eh bien, résister sur un marché qui est en décroissance, voilà, faut s'armer. Vous avez choisi d'ouvrir davantage de magasins, de développer la vente à distance. Quelle est la stratégie du groupe? En fait, on est un groupe qui est à la fois producteur de produits cosmétiques, mais on est surtout distributeur. Et c'est vrai que si on regarde l'histoire, c'est pareil. La vente par correspondance qui a fait notre succès, quand on regarde l'histoire de la vente par correspondance ces 15 dernières années, vous pouvez citer quelques marques qui sont au cimetière. Hein. Si je prends les Trois Suisses, qui étaient un grand cataloguiste, vous prenez Blanche-Porte et les groupes qui étaient dans ce métier de la vente par correspondance, ils ont quasiment disparu ou ils ont réduit leur chiffre d'affaires de 4 fois. Nous, on n'en est pas là, mais c'est vrai qu'on a réussi à compenser, à travers le e-commerce, à travers le développement du retail, cette baisse que l'on connaît sur tous les marchés mondiaux. Vous parliez de votre déploiement à l'international. Aujourd'hui, le groupe, ce sont 16 000 salariés, 40 millions de clients à travers le... C'est ça? Oui, alors on peut dire sur 10 pays. Il y a des amis qui étaient il n'y a pas longtemps en Mongolie. La Mongolie, c'est un pays qui doit faire 4 fois le territoire français et il y a 2 millions d'habitants. Ils sont arrivés à Ulaanbaatar et disent « Ah, un magasin de Rocher ». Bon, c'est vrai que ça fait un pays, mais on a 2 magasins en Mongolie. Après, il y a pays et pays, quoi. Comme vous avez des marchés comme le Mexique, qui sont des marchés qui sont très dynamiques. C'est vrai qu'au Mexique, la marque Yves Rocher fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est vrai qu'il y a pays et pays, quoi.
Et quels sont les marchés atypiques, les marchés sur lesquels en ce moment vous essayeriez d'y aller alors que d'autres n'iraient pas? Je ne sais pas, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des marchés atypiques, quoi? Quand vous voyez la concurrence mondiale, il y a de moins en moins de marchés atypiques. C'est clair. On parle de l'Afrique, bon, il y a des développements qui peuvent se faire, mais encore une fois, dans le monde de la cosmétique, ça va être relativement limité. Moi, je crois plus qu'il y ait vraiment de marché atypique. On peut parler il y a 20 ans, 30 ans, avec la chute du mur, avec l'apparition du câble, etc. Maintenant, c'est euphémiste de dire que le monde est mondialisé et que le marché est mondialisé. Mais d'où l'importance, ici, parce que nous produisons plus de 80% de nos produits ici, en Bretagne, et on est souvent impacté justement par l'euro, d'où l'importance permanente d'améliorer notre productivité. Là, on a aujourd'hui une machine qui nous sort 3 produits à la seconde. Eh bien, oui, ici à la Gacilly. Oui, et c'est une évidence, mais c'est tellement important que voilà, il faut toujours se mettre en position d'investissement, et puis aussi, comme on l'expliquait aussi, de formation, de transformation permanente. Voilà, il n'y a pas de... Enfin, les choses établies, il faut s'en méfier. C'est pas Jacques Delanoë, qui est président du stade de foot, de Stade Rennais, qui dira le contraire. Très bien, merci. Ça, c'est un élément très important. Alors, on parle souvent des têtes d'affiche, mais il n'y a pas que les têtes d'affiche, heureusement. Et la Bretagne est une véritable terre d'entrepreneurs dans le monde. Et ça, c'est essentiel. Deuxième point, et c'est ce pourquoi Jean-Luc et Alain aussi ont cette démarche-là, quand on est entrepreneur, on peut se retrouver seul. On voit souvent la réussite, on ne voit pas les difficultés. Souvent on dit cette personne-là a réussi très bien. Mais moi j'ai toujours reçu aussi comme message que l'entrepreneuriat est difficile, qu'il y a effectivement face à l'adversité, on peut se trouver seul, et que créer des liens aussi entre entrepreneurs me paraît essentiel, et c'est le sens de cette démarche, et je trouve que c'est vraiment très important.